Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous y êtes, messieurs et dames. Notre invité ce matin, je l'avais annoncé, c'est Dr Pierre Siambiani Dimongo. Encore une fois, docteur, bonjour. Bonjour, Joachim. Vous êtes le secrétaire général de l'Union des Forces de Changement. Comment se porte votre parti? L'UFC se porte bien. Il se porte comme un palmier qui a subi un feu de brousse et qui verdit après la première pluie. La première pluie a eu lieu mardi dernier. La première pluie a eu lieu le mardi dernier. Et l'UFC a commencé par reverdir. Et l'UFC a commencé par... Le palmier a commencé par reverdir. Le palmier ne meurt jamais. Mais c'est très métaphorique. Qu'est-ce que vous avez dit? Je veux dire tout simplement que pendant longtemps, les gens ont cru nous avoir enterrés. Alors que le Détia ne meurt jamais. Après le feu de brousse, dès les premières pluies, le Détia reverdit. Nous reprenons le combat aux côtés du peuple togolais. Vous reprenez le combat aux côtés du peuple togolais? Oui, on veut réintensifier le combat aux côtés du peuple togolais. Voilà, on ne l'a jamais abandonné. Donc le feu de brousse était passé, cela vous avait consumé à un moment donné, non. Mais les racines étaient toujours là? Oui, ça n'a pas consumé, ça, nous avons eu des difficultés. Mais le feu de brousse ne peut pas nous consumer. Alors, le mardi dernier, M. Gilles-Christ Olympio a fait une sortie médiatique. Et doit-on assimiler cette sortie de divorce définitif entre l'Union des Forces de Changement et le RPT devenu UNIR? Oui, je vois cher. Divorce, et tu as juste définitif. Il y a certains qui disent divorce forcé. D'autres encore plus indulgents disent divorce provisoire. Provisoire, il ne s'agit ni l'un, il ne s'agit ni l'un ni de l'autre. Votre question me fait dire que pour vous, comme pour bon nombre de nos concitoyens, l'accord que nous avons signé avec le RPT devenu UNIR s'apparente à une fusion. C'est-à-dire que l'UFC est devenu RPT ou devenu UNIR. Mais Joachim, comment pouvez-vous transformer le jaune en bleu? Est-ce possible de transformer le jaune en bleu? Bon. Il y a un proverbe africain aussi qui dit que le séjour d'un tronc d'arabe dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Voilà, nous avons fait un passage au gouvernement, nous signons un accord, mais on a gardé notre âme. Nous sommes restés nous-mêmes. Et c'est nous, en tant que nous-mêmes, que nous avons fait cette sortie la dernière fois. En tant que parti politique, qui à un moment donné de l'histoire de notre pays, a accepté de faire route ensemble avec le parti au pouvoir pour créer les conditions d'apaisement pour une alternance politique pacifique. Voilà la démarche qu'a voulu faire l'UFC. Aujourd'hui, avec la crise, le président a fait une sortie pour dire, comme il a dit dans son introduction, faire entendre le point de notre formation politique sur les grandes questions que se posent aujourd'hui les Togolais. C'est le but de la déclaration. Oui, s'agissait-il d'une démarche personnelle de M. Olympio ou bien une initiative de tous les responsables du DTA? Oui, donc le but d'abord c'est ça. Ce n'est pas pour faire le bilan de l'accord RPT ou dénoncer l'accord RPT. Le but, c'est donner notre position sur la question. La démarche est une question. Est-ce qu'elle est personnelle ou bien une démarche du bureau? La démarche, c'est la démarche de tout le parti. Ça va au-delà du président et des responsables que nous sommes. C'est la démarche de toute l'UFC. Parce que depuis le début de la crise, les militants n'ont eu cesse de demander que le président se prononce. Que le président donne la position claire de notre parti sur cette crise-là. Et je me rappelle bien, un jeune, le président des jeunes, s'était prononcé à un moment donné par rapport à cette affaire et vous l'avez chassé manu militari de votre formation politique. Aujourd'hui, est-ce que les faits ne lui donnent pas raison? Non, pas du tout. Ah bon? Nous avons une ligne politique. Oui. La ligne politique, c'est l'alternance politique pacifique par la voie du dialogue et
la prévention des conflits. Nous avons depuis un certain temps rejeté les manifestations violentes. Nous disons que nous ne maîtrisons pas les masses. C'est très difficile de maîtriser les masses. C'est pour ça que nous n'avons pas appelé les gens à aller dans la rue. Donc, il n'était pas le responsable de la jeunesse. Et il n'y a eu aucune réunion de la jeunesse pour prendre cette décision-là. Et la hiérarchie du parti non plus n'était pas au courant de cette sortie. Donc c'est une démarche vraiment qui sort... On dirait solitaire. Oui, solitaire, et c'est sanctionné par la discipline du parti. Il n'était pas à son premier acte. Il a causé un autre acte plus grave. Donc c'était un récidiviste et nous ne pouvons faire d'autre chose que le mettre à la porte. Voilà. Mais disons, au niveau de la jeunesse de l'UFC souffre un tout petit peu. Puisque Jean-Luc Romao avait fait les frais et aujourd'hui c'est l'autre Lawson la dernière fois qui a aussi payé le prix. Lourd également. Nous disons, si nous sommes deux, nous le ferons, nous sommes trois, nous le ferons. Voilà, tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir si c'est un divorce définitif aujourd'hui entre l'Union des forces et le RPT Unir. Vous avez dit, la réponse ne m'avait pas convaincu. La réponse est simple. Nous ne sommes pas là. La déclaration du président n'est pas pour faire le bilan de l'accord, ni dénoncer l'accord. Le bilan, c'est de nous prononcer sur la crise actuelle. C'est ça qu'il dit dans son introduction. Se donner le point de vue de sa formation politique sur les questions que se posent les Togolais. Donc c'est vous maintenant qui interprétez en disant que il y a rupture, il y a ceci, il y a cela. Non, attendez s'il vous plaît. L'UNIR a fait son congrès. Oui. Et il a fait des orientations. On attendait vous voir là-bas, mais vous avez brillé par votre absence. Non. Mais on vous a invité quand même. Allez-y. Qui t'a dit qu'on nous a invités? Tu étais là, tu as vu la carte? Ah, ok, allez-y. Bon, il dit qu'il a fait son congrès. Et pour lui, l'alternance en 2030 ou quelque chose comme ça, il tourne jusqu'en 2030. Nous avons signé l'accord pour l'apaisement et faire l'alternance pacifique en 2015 ou en 2020. Les réformes ne sont pas faites. L'alternance n'est plus en vue. Donc, UNIR a dénoncé l'accord. C'est ce que l'accord devait faire aujourd'hui. UNIR a dénoncé ou bien violé? Je vous demande, vous posez la question. Parce que UNIR a violé l'accord. Nous sommes un parti politique. Il y a une situation. Nous nous prononçons sur la situation. Il n'est pas dit que UNIR et nous devons avoir le même point de vue sur tous les sujets. Notre partenariat, c'est pour l'apaisement. Pour conquérir le pouvoir, nous devenons des adversaires. Et c'est pour ça que je vous dis souvent ainsi que nous sommes partenaires et adversaires. Partenaires pour la paix, pour la stabilité du pays, et adversaires quand il s'agit de conquérir le pouvoir. Oui, et là, nous affirmons, nous venons d'affirmer que nous voulons conquérir le pouvoir. Vous avez dit tout à l'heure que c'était une démarche collégiale qui va même au-delà du bureau et du président national. Et le président national a dit la dernière fois, je le cite, nous assumons le bilan décevant de l'accord RPT-UFC. Continuez, il dit. Nous ne sommes pas aveugles. Force est de constater que le régime a continué à travers des calculs politiciens à court terme à saper les fondements de cet accord de gouvernement, le rendant ainsi partiellement inopérant. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Est-ce que ce n'est pas pour dénoncer l'accord que vous avez signé avec le RPT? Je vous répète, la démarche, c'est donner le point de vue de l'UFC sur la crise actuelle. Maintenant, nous justifions notre position. Nous justifions notre position par le fait que c'est parce que l'accord n'a pas été respecté que les gens sont dans la rue. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour justifier notre prise de position, il faut qu'on dise pourquoi on fait ceci. Vous démontrez? Nous démontrons en disant que, voilà, les gens sont dans la rue parce que l'accord n'a pas été respecté. Nous avons signé l'accord pour faire les réformes. C'est ça que le peuple réclame dans la rue. Nous avons signé l'accord pour qu'il y ait une alternance pacifique. C'est ça que les gens réclament dans la rue. Donc voilà, nous justifions par ça. Voilà, mais ce n'est pas le but de la rencontre. Le but de la déclaration. Le but, c'est de donner notre position sur la crise. Voilà. La conséquence directe de ce clash, on dirait, c'est la démission des ministres, des directeurs du cabinet et des préfets issus des rangs de l'Union des forces du changement. Mais pourquoi ça traîne? Comment l'expliquez-vous? C'est vous qui parlez de clash. Nous disons que pour nous ne dénonçons pas l'accord. Nous donnons notre... Si. Mais, vous savez,
nous continuons de dire à notre partenaire, voilà, tu as refusé de mettre en œuvre les réformes, tu as refusé l'alternance. Le peuple est maintenant dans la rue, il réclame la même chose qu'on devrait faire en signant cet accord. Maintenant, il n'est pas, on dit à notre partenaire, il n'est pas tard. Il n'est pas trop tard. Il faut maintenant écouter la voix du peuple et faire les réformes là. Donc c'est ça qu'on réclame à notre partenaire. S'il fait les réformes, s'il s'engage à écouter la voix du peuple, il réalise ce que nous voulons faire dans l'accord. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, donc ce n'est pas une dénonciation, c'est un appel à notre partenaire pour qu'il s'engage dans la voie qu'on s'est tracée. C'est ça, on l'interpelle pour qu'il se mette dans cette ligne-là, pour qu'il respecte ses engagements et écoute le peuple. Oui, ça, mais qu'est-ce qui a pu vous décevoir, disons, qu'est-ce qui a pu décevoir tant M. Gilles-Christ Olympio dans l'accord, et il a désavoué? Oui, quand il a dit clairement que c'est pour des raisons de calcul politicien. La déception se situe à deux niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est le niveau politique. Le niveau politique, c'est les réformes et l'alternance. Unir aujourd'hui, dans son attitude, disons, on note un refus de faire les réformes, on note un rejet de l'alternance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le plan social et économique. Oui. Le président de l'UFC a initié des projets de développement pour aider le gouvernement togolais à créer des emplois pour la jeunesse. Il y a le projet de Loti. Depuis 7 ans que le président... Le bassin du fleuve Loti. Oui, un complexe agro-industriel qui devait créer près de 22 000 emplois. Et ça fait 7 ans, on nous tourne en bourrique pratiquement. Le président a fait toutes les études, il a fait toutes les démarches. Il a fait venir des partenaires indiens qui sont allés sur le terrain, faire la visite, qui étaient prêts à mettre les fonds sur le tapis. Il est allé en Inde avec une délégation pour voir les partenaires qui doivent venir ici. Et ça, on nous tourne en bourrique depuis 7 ans. Ça a créé des emplois pour cette jeunesse qui est dans la rue. Les gens de Mango qui sont sortis seraient au travail. On n'aurait pas eu toute cette casse-là. Donc, sur le plan social et économique, voilà. Il y a le projet du port où il devrait créer une zone industrielle à 100 km d'ici et faire venir tout ce qui se fait à Dubaï. 100 km dans la mer? Non, 100 km au nord de Lomé. Ah, d'accord. Au nord de Lomé, avec Dubaï qui prenait le port de Lomé au lieu de Bolloré, pour créer une zone industrielle à 100 km au nord de Lomé, pour faire venir tout ce qui se fait à Dubaï dans cette zone industrielle. Mais et combien avait prévu ce projet? Les gens de Dubaï sont même venus, ils ont passé 2 semaines, ils ont visité le port. Et oui, ça, quand il avait annoncé cela au chef de l'État, au président de la République, est-ce que, puisque c'était les débuts de l'accord, est-ce que le chef de l'État avait partagé ses points de vue, ses propositions? Il en a parlé. Mais disons la suite, c'est que c'est Bolloré qui a eu le marché. Donc ce projet est aussi à l'eau, alors que ça aurait pu, disons, créer d'énormes emplois. Ouais, d'ici la zone industrielle, là-bas jusque-là, faire venir Dubaï ici à Lomé, que le Togo devienne un deuxième Dubaï en Afrique, c'est que ça crée comme emploi. C'est ça. Et ça résume quoi? Il a dit que le combat politique qu'il a mené tout au long de sa vie, et pour lequel il a fait beaucoup de sacrifices, avait pour objectif de libérer le Togo du joug de l'oppression et d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, les Togolais. Donc, réaliser l'alternance, c'est libérer les Togolais du joug de l'oppression. Améliorer les conditions de vie, c'est créer les emplois là qu'il est en train de faire. Il dit, cet objectif-là, il n'a jamais dévié de ça, il est sacré. Donc voilà les raisons qui déçoivent énormément. Est-ce que M. Gilles-Christ Olympio, est-ce que Sylvanus Olympio a un enfant ou des petits-enfants ici qui profitent des fruits de l'indépendance? Non. Qu'est-ce que Gilles-Christ Olympio fait ici? Il a un enfant ici, qui est ministre, qui est député, qui est dans la fonction publique. Pourquoi il se battant pour ce pays? Il a accepté de signer cet accord pour lequel nous l'avons humilié tous ici, pour montrer son amour pour sa patrie.
C'est tout ce qu'il a fait dans sa vie. Autrement dit, il n'a rien à gagner ici, il n'a rien à perdre ici. Le gars, son âge, il gagne quoi? Vous donnez quoi à manger? 60 ans de combat. 60 qui fait il ne sait pas pourquoi. Ceux qui sont battus pour l'indépendance, ils ont bénéficié de quoi? Dites-moi. Ils ont bénéficié de quoi? L'État togolais. Les enfants de Sylvain, des pères de l'indépendance, ils ont bénéficié de quoi? 3 ans après. Ceux qui ne voulaient pas l'indépendance, c'est ceux qui profitent de cette indépendance. C'est ça la réalité. Et voilà le sacrifice que ce monsieur a fait, 60 ans de sa vie, les 3/4 de sa vie dans le combat pour le Togo, pour l'amour de ses citoyens. Et voilà comment on l'a traité pendant des années. Il a avalé et avec patience, il a continué à parler à nos partenaires avec persévérance. Ça va aller, il va le voir, il dit non, avançons. Depuis la crise, il a fait plusieurs démarches envers le chef de l'État. Finalement, il est poussé à bout. Mais à force de parler et de ne pas être écouté, il est allé le voir le vendredi 24 novembre pour lui dire voilà, je vais faire ma déclaration. Il a vu le chef d'État avant de faire ça. Donc, M. Gilles Christ Olympio a informé, a tenu informé le chef de l'État avant sa sortie. Si. Dans sa sagesse et par souci de transparence, il a fait cette démarche. Et le chef de l'État lui a dit quoi? Non. Vas-y, fais ce que tu veux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il informe. Et il vient en tant que parti, il déclare. Voilà. Ah bon? Ah mais oui, nous, on est transparent. On vit pour le bien de ce pays-là, pour le bien de ce peuple-là. C'est tout au cours de la sortie médiatique, vous, votre président national, M. Gilles Christ Olympio, a dit, a soulevé 4 points. Et lui, il a dit, dans l'immédiat, nous voyons 4 conditions fondamentales à ce que nous aboutissions ensemble à une solution politique stable et durable. Premièrement, le régime doit d'abord accepter le retour fondamentaux de la Constitution de 1992. C'est ce qui constitue le leitmotiv des manifestations dans les rues. C'est ça. Alors, est-ce à dire, M. Gilles Christ Olympio est allé dire au chef de l'État, Monsieur le Président, faut ramener-nous la Constitution de 1992. M. Gilles Christ Olympio est allé voir le chef de l'État pour lui dire d'opérer les réformes qui peuvent nous permettre d'avancer. On parle d'ici de fondamentaux. Et qu'est-ce que vous y mettez? Les fondamentaux de 92, c'est tout ce qui a été toiletté et qui a dénaturé cette condition, cette constitution. Vous voyez par exemple au niveau des institutions. Oui. Tout à l'heure, vous allez voir, on dit, pour une institution, on dit c'est 9 membres. 9 membres. On dit 3 membres sont élus, sont nommés par le chef de l'État. 3 sont élus par l'Assemblée. Et les 3 autres par le Sénat. L'Assemblée est à majorité unie. Le Parlement n'est pas encore là. Donc c'est encore l'Assemblée qui est élue à la place du Sénat. Donc finalement, tous les membres sont élus par unir. Et ce qui fait que, au finish, toutes les institutions de l'État se retrouvent aux mains d'une seule et même personne. Le pouvoir est dans une seule et même personne. Et il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Vous voyez? Donc il faut qu'on retrouve ça. Vous voyez? Donc, vous insinuez qu'on fasse les réformes et constitutionnelles et institutionnelles. Ah oui. Mais le pouvoir a quand même, on dirait, lâché du lest. Entre-temps, en introduisant le 5 septembre, je me rappelle bien, la loi portant le projet de révision portant sur 3 articles. Et quand on devrait les voter ou bien étudier tout cela pour passer au vote, vous étiez sorti de l'Assemblée nationale en tant que député. Pourquoi vous étiez sorti de l'Assemblée nationale alors que vous êtes toujours des partenaires avec UNIR? Oui, nous sommes des partenaires avec UNIR. Oui. Mais ce que nous réclamons, c'est les réformes que UNIR ne veut pas faire. Et pour cette fois-ci, il fallait qu'on fasse comprendre à UNIR que trop c'est trop.
qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Nous voulons des réformes, il faut que ces réformes soient faites. Et comment ce projet de loi est arrivé à l'Assemblée? En Conseil des ministres, seuls 2 articles avaient été adoptés. L'article 52 et l'article 59. Et nos ministres, quand ils sont sortis, en ont fait part à Gilles Christ qui dit mais non. Ils ont fait le point. Ils ont fait le point. Il dit non. C'est pas sur ça qu'on s'est entendu. Il a fait appeler un des responsables. Il dit voilà, on ne s'est pas entendu. On s'est entendu. Où est l'article 60? Pourquoi l'article 60 ne figure pas? Et l'autre lui a dit voilà, nous sommes en pleine rédaction, ça va être corrigé. Et bien que les ministres même ont été surpris de trouver l'article 60 du soir au communiqué du gouvernement. L'article 60. Voir l'influence, bien, en tout cas, ce que le président national a pesé de son poids pour obtenir ce texte-là, c'est-à-dire les 2 tours. Maintenant, le texte arrive à l'Assemblée, il refuse les propositions d'amendement de l'opposition. C'est pas normal. Ils disent qu'ils n'ont pas d'amendement. Ensuite, ils disent qu'ils n'ont pas d'amendement. Pour la question, ils disent qu'ils n'ont pas d'amendement. Mais par la suite, nous sommes partis, quand je voulais, nous sommes partis, on voit qu'on introduit l'article 158. L'article 158 qui vient tout dénaturer. C'est-à-dire qui vient tout remettre à zéro. C'est-à-dire qu'on nous donne de la main droite. Les mandats en cours et à venir ne sont pas concernés. C'est qu'on nous donne de la main droite, on le retire de la main gauche. Oui, mais quand vous étiez sorti de l'Assemblée alors que votre président national a appelé qui le droit pour qu'on intègre l'article 60, est-ce que votre sortie n'est pas contradictoire à la position de Gilles Christ Olympio? Non, c'est pas contradictoire à la position de Gilles Christ parce que les réformes doivent être construites dans leur ensemble. Et nous sommes là pour ça. Je vous ai dit, c'est pas seulement les 3 articles qui sont les textes arrivent à l'Assemblée maintenant, nous pouvons essayer ensemble avec nos frères unis trouver un texte consensuel et le voter à l'Assemblée. Au point 2 de la déclaration de M. Gilles Christ Olympio, il disait la dernière fois, le président Faure Gnassingbé doit ensuite accepter le principe de ne pas se représenter à la présidentielle de 2020 afin de laisser le champ libre à une consultation démocratique libre. Il en ressortira grandi tout en évitant ainsi de vivre le sort personnel et collectif dont plusieurs pays africains ont déjà vécu l'exemple tragique. Alors, pourquoi votre patron demandait à Faure de renoncer au pouvoir en 2020? Mais c'est ça, ça fait partie aussi de l'accord que nous avons signé, puisqu'on doit avoir une alternance politique pacifique. Donc, il doit céder de façon pacifique. Donc, l'accord signé en 2010, vous prévoyez que c'est en 2020, l'alternance devrait avoir lieu? Oui, l'alternance devrait avoir lieu 2020, pour plus tard. 2020, 2015-2020. Ça doit se faire. Sinon, à quoi servait l'accord? L'accord n'a pas été signé pour aider, unir à rester éternellement au pouvoir, non. C'était pour une alternance politique pacifique. Alternance pacifique, pourquoi? Pour que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui seront dans l'opposition demain puissent vivre en parfaite harmonie avec ceux qui seront au pouvoir demain. Et qu'on évite, après 50 ans de dictature, de vivre 100 ans d'insécurité. Vous avez vu, en 92, quand nous avons dépouillé le général Yarima de ses pouvoirs, Kofigo n'a pas pu faire sa transition. Donc nous voulons éviter des changements plutôt. Des changements à la Hussard. C'est ça. C'est pour ça que nous parlons d'alternance pacifique. C'est pourquoi nous interpellons le chef de l'État, par amour pour son pays, qu'il accepte cet acte-là, pour qu'ensemble on puisse vivre dans la paix. Et vous avez dit qu'il en ressortira grandi. Mais bien sûr. Il en ressortira grandi. C'est possible? Bien sûr, mais pourquoi pas? S'il accepte ce principe. Mais il vivra ici en parfaite harmonie avec les siens. Il y a une vie, comme on dit, après la présidence. Il y a une vie après ça. On se fera grandir. On en va l'appeler de partout. Mais c'est pour son bien. C'est un conseil que Gilles donne à son jeune frère. Lui avait-il dit cela face à face? Les Anglais disent face to face. Ou bien c'est pas média interposé maintenant? Non. Le président Christ a été plusieurs fois rencontré le chef de l'État. Et il lui a dit ça. Il lui a dit, tu es jeune, tu es assez bien, tu as fait 15 ans de pouvoir. Parle à ton peuple. Va à la radio, parle à ton peuple. Dis que tu l'as compris.
que tu t'engages à faire les réformes et à quitter le pouvoir en 2020. Ibn Chambas est venu, il a fait dire le même message. On a reçu Marcel de Souza, même message, il a dit au monsieur, même message. On a rencontré l'Union européenne, même message. On a rencontré l'ambassadeur des États-Unis, même message. Et à plusieurs émissaires du président de la République, le même message. On n'a fait que depuis 3 mois, on ne fait que répéter cela. Donc, c'est pas... Que le chef de l'État fasse une sortie médiatique pour rassurer son peuple. Il lui a annoncé... Il a dit, il a dit ça, de parler. Il lui a dit de parler. D'annoncer qu'en 2020, il ne sera plus candidat. Si, de prendre des engagements. C'est un chef d'État. Et quand M. Jésus Olympio a dit cela au président ghanéen, qu'est-ce que le président ghanéen lui a dit? Mais le président ghanéen a été mandaté par ses pairs de la sous-région pour rencontrer Gilles Christ. Oui. Il a fait venir Gilles Christ à Accra, ils se sont rencontrés. Ils ont discuté, il a dit voilà ce que le peuple propose. Il faudrait essayer de voir si d'ici 2025 que ça pourrait marcher. Il dit ça va être difficile de faire accepter ça par le peuple togolais. Donc les chefs d'État africains pensent à 2025. C'est des suppositions. Des suppositions. Je ne dis pas qu'ils pensent. Non, c'est des suppositions. Mais quand même, ils ont lâché d'ici 2025. Oui, c'est des suppositions. Oui. Finalement, nous allons devoir marquer la pause tout de suite, mais que dites-vous de l'unicité d'action de l'opposition aujourd'hui? L'unicité d'action de l'opposition, pour nous... Vous avez interpellé l'opposition dans votre déclaration. Ça c'est mutualiser nos efforts. C'est pas forcément se mettre tous dans la rue, mais c'est mutualiser nos efforts pour aboutir à l'objectif commun qui est l'alternance politique dans ce pays. C'est ça, c'est mutuel. Comment nous allons nous organiser, chacun à son niveau, pour qu'on puisse atteindre le même objectif. Nous avons une position, vous dites charnière, par exemple. Nous pouvons, avec maintenant la sortie de Gilles Christ, qui dit ne plus vouloir continuer en politique, disons, se retirer, il devient la personne centrale. Il rassure un sage de la maison, il rassure le pouvoir qui n'aura plus peur, qui va briller un mandat. Il rassure l'opposition aussi. Il se dit, il ne viendra pas nous déranger. Donc, il devient la personnalité centrale qui peut parler aussi bien au pouvoir qu'à l'opposition. Disons, la courroie de transmission entre les deux pôles. C'est ça son rôle que nous voulons jouer. Donc, le rôle que nous voulons jouer aujourd'hui. Et ça, nous allons mettre ensemble. De toute façon, sa sortie a été accueillie, bien accueillie par la coalition, même le chef de file de l'opposition. Monsieur Dimongou, nous allons revenir tout de suite. Notre invité, monsieur Dimongou Pierre, il est député à l'Assemblée nationale et secrétaire général de l'Union des forces de changement. Alors, l'opposition mobilise toujours ses manifestants dans les rues et l'autre réclamation, c'est aussi le vote de la diaspora. L'Union des forces de changement ne s'y est jamais prononcée. Pourquoi? Non. Nous avons dit que nous faisons nous faisons plutôt les revendications de l'opposition dans des manifestations qui sont dans la rue. Puisque nous avons dit en introduction qu'il nous tient à cœur de porter à nouveau notre soutien aux voix qui font avancer la cause de l'espérance. Donc nous sommes d'accord avec ceux qui sont dans la rue. Vous êtes solidaires avec ceux qui sont dans la rue? Nous sommes solidaires, nous sommes solidaires. Voilà. Question. Et donc, tout ce qu'ils réclament ou tout ce qu'ils revendiquent... C'est parce que c'est ce que nous voulons faire aussi, ce que nous avons leur avons à travers l'accord. Oui, nous avons dit ce que nous avons voulu faire, c'est ça. Maintenant, près d'1 million de Togolais se sont encore déchaînés dans les rues de Lomé et de l'intérieur. Samedi, comment avez-vous apprécié à l'UFC la répression dont ont été victimes les manifestants qui rentraient chez eux samedi après la marche? Vraiment, cela nous a fait énormément mal. Parce que depuis quelque temps, quand même, les marches ont été bien gérées. Il n'y a pas eu de violence. La marche de samedi également s'est bien terminée. Mais pourquoi maintenant, au moment où les gens se dispersent pour rentrer chez eux, on rencontre cette violence? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche à travers cet acte-là? Qu'est-ce qu'on veut exactement? C'est saper le moral des manifestants? Ou bien c'est amener les gens à capituler?
C'est ce que le président de l'Union des forces de changement dit. Nous déplorons la violence, quelles qu'en soient les justifications a posteriori. Nous sommes opposés à toutes les formes de compétition politique ancrées dans une culture de la violence. Chercher à établir un rapport de force utilisant violence de masse ou persécution individuelle comme moyen de coercition pour forcer un ennemi politique à capituler dans le chaos ou l'humiliation ne mène qu'à des situations fragiles et instables. Voilà ce que dit le président. Et à chaque fois, il a interpellé le pouvoir d'arrêter la violence. Parce que quand on signait l'accord, c'était ça. Je ne veux plus de violence. Je ne veux plus de bastonnade. Je ne veux plus de tuerie. Je ne veux plus d'emprisonnement. Je ne veux plus d'exilés. Politique. Mais aujourd'hui, que ce soit à Dodoa, au Ghana, ou bien à Tchelponi, beaucoup de Togolais, de Sokoré, de Mango. C'est ça le sens de l'accord. C'était pour éviter tout ça. On dit maintenant, voilà ce qu'on vit. Oui, mais M. Djimongo, nous ne sommes pas en guerre, mais des déplacés, justement, des exilés politiques. Mais c'est ça qui nous fait mal à l'UFC. C'est ce que nous déplorons, ce que nous disons à notre partenaire. Arrêtez. Mais tout porte à croire aussi que la répression de samedi, beaucoup de ministres n'auraient pas été informés du déploiement des agents qui ont été à la base de ces violences. Comment se fait le commandement à ce niveau-là? Comment ça se fait? Souvent, on nous parle d'éléments incontrôlés. C'est encore ça qu'on vit. En tout temps, on a vécu les milices avec des coups. Aujourd'hui, on dit que bon, y a des unités ici et là. On ne sait pas qui les met là. On est dans quel pays? Ou quand des unités sortent, certains ne le savent pas. Comment se fait la chaîne de commandement? Comment nous gérons ça? On est quand même dans une république. On a une armée disciplinée, on nous dit. Comment il y a des éléments qui sortent sans que d'autres le sachent? C'est ça que nous voulons comprendre. C'est un problème pour notre pays. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche à travers ça? La question, elle est toujours posée. Et mais quand même, pour Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, ces agressions risquent d'hypothéquer, saboter les négociations en cours. Continuant, monsieur Fabre dit, si cela se poursuit, on va tout annuler en matière de dialogue. Oui, c'est là où les gens, certains disent que NIR n'est peut-être pas prêt pour le dialogue. C'est ce que certaines mauvaises langues disent. Est-ce que la répression, là, c'est pas pousser les responsables de l'opposition à bout pour prendre la position qu'envisage maintenant le président Jean-Pierre Fabre? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il a vraiment envie d'aller à ce dialogue? Voilà une question qu'on peut se poser. Mais je pense que le président Jean-Pierre Fabre est assez intelligent. Il sait qu'on doit aller à ce dialogue. On doit aller à ce dialogue-là pour encore confirmer notre bonne foi de chercher le changement par le dialogue. Ça, nous devons aller. On va mettre tout ce qu'il faut, quelles que soient les manœuvres que le camp va faire. Nous ferons tout pour que ce dialogue-là tienne et dans de meilleures conditions. Se tiennent dans de meilleures conditions. Et ceci pour le bien et le bonheur de tous les citoyens. Qu'ils soient du NIR ou de l'opposition. Alors, docteur Djimongo, vous êtes président de la commission éducation à l'Assemblée nationale. Les enseignants entrent encore en grève à partir de ce mardi, ceci pour 4 jours. Et ce n'est pas la première fois pour le compte de cette nouvelle année académique. Alors, quelle est votre position sur tout ce qui se passe dans le secteur de l'éducation? Je suis triste. Je suis très triste. Parce que, selon mes calculs, depuis le début de l'année, les cours effectifs, c'est à peine 2 semaines. C'est à peine 2 semaines. Depuis le 2 octobre. Le 2 octobre. C'est à peine effectif. Le cours effectif, c'est à peine 2 semaines. J'ai rencontré un professeur qui m'a dit que sur 6 chapitres qu'il devrait faire à la date d'aujourd'hui, il n'a pas fait la moitié. Et voilà, on va encore continuer dans ces manœuvres-là et prolonger l'année avec des programmes qui ne sont pas terminés. Et après, on fait des examens et on trafique les résultats pour montrer que bon, la grève n'a pas eu d'incidence et on donne des diplômes à des enfants qui n'ont pas le niveau. Et quand vous arrivez sur le campus, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Parce que quand nous étudions la loi
d'orientation de l'enseignement supérieur, nous avons essayé de faire le point sur le niveau L, niveau licence. Combien réussissent L1, L2, de moins de 10%, le taux de réussite est de moins de 10%. C'est catastrophique. Où est-ce qu'on veut amener notre jeunesse? Où est-ce qu'on veut amener notre école? Ce qui est choquant, c'est que chaque année, cela se répète. Et chaque année, on a au moins les vacances pour préparer cette crise, pour éviter cette crise. Pour régler la crise. Pour prendre les dispositions, pour éviter. On connaît les revendications. Oui, c'est ce que le gouvernement avait dit, que avant la rentrée, le statut particulier que réclame Accueil a créé les enseignants aujourd'hui, que cela leur sera mis à disposition. Voilà le problème. Mais c'est du nenni. Le problème, c'est ça maintenant. Les gens, vous vu dans leurs revendications, au premier point, ils demandent que le statut particulier, le document leur soit remis. Parce que juste le document. Oui, ils disent, ils sont inquiets, ils disent qu'on voudrait leur faire avaler des couleurs, c'est-à-dire qu'on veut faire passer ça en catimini. Alors ils veulent voir quelles sont leurs obligations et quels sont les avantages. Ça, et vous, en tant que président de la commission, oui, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir résorber cette crise? Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas seulement au niveau des enseignants qui sont intégrés. J'arrive parce qu'il y a d'autres problèmes pour pouvoir revenir entendre ça. Il y a le problème des enseignants volontaires. Oui. J'ai reçu une délégation d'enseignants volontaires. Et ça, c'est catastrophique. Ça fait encore mal. Il y en a qui font 17 ans et qui ne sont pas intégrés. 17 ans de service. On les a titularisés. Et ils continuent de donner des cours. Des gens qui forment des gens qui sortent, qui viennent passer le concours avec eux, qui réussissent, qui les laissent. Et vous voyez ça? Ce débat, nous l'avons eu à la main pour venir, ce débat, nous l'avons eu à l'Assemblée. Et nous avons dit, il faut régler le problème des enseignants volontaires. Et l'émissaire du gouvernement avait dit? Oui, il y a eu un plan qui a été proposé. C'est-à-dire que les prendre par vague. Et en 5 ans, on réservait tout. C'est-à-dire que on ne les prend pas par ancienneté. On fait les concours, mais on privilégie les anciens. On les prend par ancienneté. Et en 5 ans, on aurait résolu ça. Mais on assiste à quoi? Ils passent le concours, on dit qu'ils les laisse. Pourtant, ils continuent d'enseigner, de former des... Et ils n'ont-ils pas déjà acquis des expériences pour être privilégiés au détriment des nouveaux? Mais ils sont justement, c'est ça la question. Pourquoi on les laisse pour prendre des nouveaux? C'est ça la question. C'est ça le problème de notre pays. C'est le mendefrérisme, ou bien le mendesserisme, ou bien le mendecousinisme, comment je voulais dire. C'est ça le problème. C'est pas normal. Mais finalement, qui contrôle quoi au juste? Vous êtes les députés, nous vous avons mandaté de pouvoir travailler avec doigté à l'Assemblée. Nous disons, nous avons dit par la proposition que je viens de faire, qu'il y a eu un débat à l'Assemblée sur ça, pour les intégrer au fur et à mesure. Même si quelqu'un vient aujourd'hui volontaire, il se dit que j'ai de l'argent dans 5 ans, je vais être intégré. Mais c'est pas ça, voilà les propositions qu'on fait. Mais c'est pas suivi d'en haut. Mais par rapport à la crise actuelle, la crise présente, avez-vous fait la demande de rencontrer le Premier ministre et comprendre ce qui se passe? Lui-même, il est fait député. Oui, vous savez comment fonctionne l'Assemblée nationale. Moi, je suis le président de la commission. Oui. Avant que je sorte, il faut d'abord que la question soit envoyée au président de l'Assemblée nationale. Il nous affecte le dossier. Il nous affecte le dossier. Nous ne pouvons pas nous auto-saisir pour sortir à l'insu du président pour aller poser des questions au commissaire du gouvernement. On passe par le bureau de l'Assemblée nationale pour aller vers les responsables. Nous avons demandé... Et donc, si le président de l'Assemblée nationale fait blocus, nous avons demandé aux enseignants volontaires d'envoyer un courrier à ce sens au président de l'Assemblée nationale qui va nous transmettre le dossier pour étude. Nous étudions, nous faisons des propositions de sortie des crises. C'est ça que nous avons demandé. Voilà la démarche. Je ne peux pas me lever comme ça, parce que je suis président de commission pour maintenant sortir aller voir tel ou tel. Voilà comment ça se passe. Ah, voilà comment ça se passe. 22 21 80 99 92 02 80 63. Monsieur, madame, vous avez une question à poser à notre invité. Vous êtes le bienvenu. Et le premier intervenant se manifeste déjà. Allô? Oui, bonjour. Oui, ça va bien. Oui, alors c'est M. Lawson? Nous vous écoutons. Et je réponds à vos salutations.
Mikwadome. Bonjour. Allô? Oui. D'accord. Ok, bien noté. Et on va prendre le dernier intervenant pour boucler les coups de fil de ce matin. Allô? C'est Mathieu, nous vous écoutons. Bonjour. Merci. D'accord. Bien noté. Alors Mathieu lui dit, alors votre position, la sortie, avec cette sortie médiatique, êtes-vous en train de demander aux militants de prendre part aussi aux manifestations? Oui, la question se pose au niveau de nos militants, à travers tous les pays, demander est-ce qu'ils peuvent aller se joindre aux manifestations. Mais la question est en étude au niveau du bureau directeur. Au niveau du bureau directeur, et ça va être tranché très bientôt. Ce que nous voulons éviter, c'est la bipolarisation de la vie politique de notre pays. C'est-à-dire que le pays se retrouve en deux entités face à face. Nous voulons pouvoir jouer ce rôle charnière et pour pouvoir rassembler. Aujourd'hui, c'est le patriarche. Les gens, il y a des belligérants. Ces frères sont en train de se battre. Il faut qu'ils adoptent une attitude qui nous permette d'aller vers les uns comme vers les autres. Donc c'est ça qui nous appelle à la prudence. Vous voyez, comprenez? Autrement dit, M. Jécrest Olympio se propose, on dirait, un médiateur. Oui. Dans la crise togolaise. Oui, aujourd'hui, aussi bien unis que nos amis de l'opposition. Mais Maître Romao est toujours à l'UFC? Est-il toujours à l'UFC? Maître Romao est toujours à l'UFC. Il est toujours membre. Il est toujours membre. Oui, et sa présence à la CENI. Oui, la présence à la CENI. Suite à la déclaration du président, la question est en étude aussi. Je ne peux pas vous dire tout de suite qu'il va quitter la CENI ou qu'il ne va pas la quitter. De même que M. André Johnson, de même que les ministres, les députés, tout ça. Les préfets. Les préfets, tout ça là, ça a étudié. Le président est parti se reposer. Il va revenir dans quelques jours. Nous allons le mettre à table. Donc clairement, il ne faudrait pas qu'on soit surpris dans les jours à venir que tout ce beau monde démissionne. Je n'ai pas dit ça. Je vous dis que nous sommes... on vous demande de nous désolidariser. Oui, on demande de nous désolidariser. Oui, on n'est pas solidaire dans la démarche suicidaire, que nous disions suicidaire, d'unir, c'est-à-dire de refuser le dialogue et l'alternance. On n'est pas d'accord, on s'est désolidarisé sur ça, ce point-là, on s'est désolidarisé. Vous savez, la participation au gouvernement ou à l'administration, c'était des mesures d'accompagnement. C'était pas ça le but de l'accord. Le but de l'accord, c'était autre chose. L'alternance. C'était l'alternance, mais de façon pacifique. C'est ça. C'est ça le but de l'accord. Et aujourd'hui, si bien que sortir du gouvernement ou ne pas sortir, ce n'est pas un problème pour nous. Donc on envisage déjà de certains... Avec deux ministres, ça nous apporte quoi? D'accord, des gens explorent déjà la piste d'une transition politique. Oui, bien sûr qu'il faudrait. Bon, il y a qui parle de transition politique, qui parle de gouvernement d'union, qui parle de gouvernement de mission, etc. Il y a plusieurs pistes qui sont écoutées. Je pense que c'est au niveau du dialogue que tout cela va se concrétiser. Au niveau du dialogue. Monsieur le député, si ça se dit, alors la CAN Gabon 2017 a eu lieu, mais on constate un trou financier de plus de 600 millions de francs CFA, c'est-à-dire l'argent n'est pas resté dans la caisse et on a retrocédé à l'État. Non, mais on dit l'argent remis à l'État, à la commission, a été dépensé, mais on ne sait pas qui l'a dépensé et comment. Vous êtes député. Ça, c'est... Je sais comment répondre à ta question. C'est qui peut justifier ça, c'est de la magie. Mais ça se comprend aussi. Nous sommes dans un pays où l'impunité est de règle. On a vu une canne, c'est pas ça, en Afrique du Sud. Oui. On a vu comment on a fait pour que finalement on nous rende compte de ce qui a été fait.
C'est la même chose ici. Même pour Kabinda, on n'a pas participé à la CAN, mais l'argent mobilisé, on a dit on a eu des dettes. Il y a eu l'impunité, des gens ont fait, on leur a rien fait, d'autres viendront, ils feront pire. Et ça, c'est à ça qu'on assiste dans notre pays. La mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance. Ouais, le football, le sport en général, est en crise dans notre pays. Moi, je ne vais plus au stade. Moi, je suis un passionné de foot, mais je ne vais plus au stade. Pourquoi? Mais allez voir quoi? Qu'est-ce qui se passe? 600 millions, le championnat a commencé, les clubs ont besoin d'argent. On aurait pu utiliser ça pour ces clubs-là. Normalement. Mais on prend ça, on fait comment est-ce qu'on Mais les gens se sont partagés cela. Comment on peut dire qu'on ne peut pas justifier 600 millions? Comment on peut dire ça? Plus d'un demi-milliard. Comment ça? Mais c'est inadmissible. Qu'est-ce qu'on fait? Donner le football à ceux qui aiment le football. Arrêtons de politiser le football. Quand on met des gens dans des postes comme ça, juste pour les... on assiste à des conneries pareilles. Donc les députés vont rester inactifs? Bon, comment on va rester inactifs? Par rapport à cette Gabéji? Actuellement, nous sommes en session budgétaire. Oui. Et puis avec la crise, tu vois, et ça fait que nous ne sommes pas à l'aise pour aborder tous les sujets d'actualité. Donc c'est ça le point. Sinon, ça ne devait pas passer. Il devait y avoir des interpellations. Ah ben, interpellation, ce n'est pas coercitif. Cela s'arrête là. Mais c'est ça, qu'est-ce que vous voulez que nous avons l'opposition à quoi? Ou bien vous allez enjoindre la commission de répression de la corruption. Le problème, écoutez, l'opposition a le tiers du Parlement. C'est toute notre force, ça. Le parti au pouvoir a les 2 tiers du Parlement. Mais tout ce que l'opposition peut proposer, c'est toujours. Monsieur le député ou bien docteur Dibongou, nous sommes à la fin de l'émission, mais si rien n'est fait aujourd'hui, est-ce que dans les CAN à venir, peut-être les participations aux Coupes mondiales, ce serait Coupe du Monde, ce serait le bonjour les dégâts? Mais bien sûr, est-ce que les gens vont accepter encore de cotiser, de participer au financement de ces CAN-là ou de cette Coupe du Monde-là? Merci d'être venu chez nous ce matin. C'est moi qui vous remercie, Joachim. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Messieurs, dames, merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Vous avez bien fait d'être toujours en compagnie du www.radiovictoire.fm. Ça, c'est sur le net, mais en FM, c'est la 96.3. Aujourd'hui est un jour béni de notre collègue Nicolas Tchéou, alias Nicholson. Il souffre une bougie de plus en ce jour. C'est ce jour qu'il est né et c'est ce même jour il a également célébré son mariage. Alors, Nicolas Tchéou Nicholson, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.